Je vais vous parler de mon sujet donc, qui est application web interne versus public et qui en fait se cache juste un retour sur expérience sur le développement d'une marketplace que j'ai réalisé il y a de cela 2 ans. Donc pour remettre dans le contexte, la marketplace en question, l'application en question, elle permettait à des prestataires qui étaient spécialisés dans l'inclusion, dans la facilitation de l'inclusion, de proposer des prestations à des entreprises qui venaient elles aussi s'inscrire et qui pouvaient du coup rechercher ces prestations sur l'application. Donc déjà, qu'est-ce que je sous-entends par interne et public? En fait, quand je parle d'application interne, en fait, je parle d'application qui est accessible depuis un réseau privé. Donc là, typiquement, je travaille pour la SNCF et je développe une application qui est utilisée dans les technicentres de la SNCF. Donc en fait, l'application, elle est accessible uniquement à ceux qui ont accès au réseau interne de la SNCF. Versus ce que j'ai fait pour l'autre application, où du coup, j'ai développé une application qui est accessible depuis Internet et donc potentiellement à tout le monde. Donc les conséquences de ce changement, c'est que du coup, on a un profil d'utilisateur qui est très varié, dont on ne connaît pas forcément. Il y a un autre problème aussi qui va être qu'on n'a pas notre application, en fait, il n'y a pas moyen de faire de la publicité comme on le ferait traditionnellement en envoyant un mail aux utilisateurs en disant bah, c'est bon, c'est disponible, allez-y. Et enfin, comme on n'est pas en relation directe avec les utilisateurs, on n'a pas non plus de moyen d'avoir du feedback sur les pages consultées, sur les points de crispation, je vais y arriver. Et voilà. Du coup, l'objectif de la présentation, du coup, ça va être de faire une présentation des sujets qui deviennent importants ou plus importants, voire des nouveaux sujets qui arrivent avec cette problématique et les solutions et les outils qu'on a mis en place pour répondre à ces problématiques-là. Donc, le premier point, ça va être n'importe qui, dans le sens où, en fait, ça peut être un gros panel d'utilisateurs qui peut venir sur votre site. Ça peut être des personnes qui présentent potentiellement un handicap. Ça peut être des personnes potentiellement malveillantes qui vont vouloir, par exemple, voler des données, ou alors ça peut être des robots. Ça peut être des utilisateurs qui parlent une autre langue que celle que vous parlez nativement. Alors, ce point-là, je ne vais pas en parler parce que on l'a pas, notre application elle était purement francophone, donc c'est un point que je n'ai pas abordé. Mais du coup, pour traiter ces 2 points-là, il va y avoir nécessité d'avoir une application qui est accessible et sécurisée. Je vais parler, donc, qui fait référence à l'accessibilité, mais pas que. En fait, respecter le HTML sémantique, ça va aussi avoir un effet sur le référencement. Donc, en fait, j'aurais pu en parler à 2 endroits différents dans la présentation. Donc, en fait, c'est quoi? Donc, nous, dans notre site, on avait une structure assez classique. On avait un en-tête, un header, avec une barre de navigation, donc une nav, avec un contenu principal, un main, avec dedans divisé en une ou plusieurs sections, et à la fin, un pied de page, donc un footer. Et du coup, donc tout ce que j'ai dit là, en fait, c'est des éléments HTML qui existent vraiment. En fait, il faut pas, le principe, ça ne va pas être de mettre des divs n'importe où, n'importe comment. Il y a aussi les titres. Vous avez les titres 1, H1, les titres 2, H2. Donc, mettez pas H2, par exemple, parce que le style vous convient par rapport à H1. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'un lecteur d'écran va passer sur le titre, il va dire, par exemple, pour H2, il va dire titre 2. Et si vous n'avez pas mis titre 1, vous risquez de perdre la personne en disant bah, où est-ce qu'il est le titre 1, je ne l'ai pas vu. Un autre point aussi extrêmement important, ça va être au niveau des boutons et des liens. C'est-à-dire que je vois des fois des divs en fait, avec des événements au clic qui sont captés dessus et en fait, qui font des actions ou qui redirigent ailleurs dans le contrôleur. Et ça, c'est extrêmement mauvais, déjà parce que votre navigateur, en fait, quand vous dites que c'est un bouton ou un lien, il va mettre des contrôles par défaut, enfin, pas des contrôles, mais il va appliquer des fonctionnalités par défaut sur le bouton. Les liens, par exemple, vous allez pouvoir naviguer au clavier. Et sur les liens, quand vous passez votre souris sur un lien, vous allez voir votre lien qui apparaît en bas à gauche et vous allez pouvoir faire un clic droit pour ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui n'est pas possible si vous avez utilisé une div. Et donc, tout ça, c'est important. Et en plus, comme j'ai dit, ça va avoir un impact aussi sur le référencement, mais je vais y revenir plus tard. L'autre point, ça va être de suivre le RG2A. Donc, je ne vais pas y revenir parce qu'il y a déjà eu une présentation là-dessus extrêmement complète. Mais en gros, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai suivi, il y a un site du gouvernement sur lesquels vous avez, pour chaque élément, tout un ensemble de critères de test. Donc, par exemple, là, j'ai mis un screen de la partie image. Donc, il va vous dire, est-ce que votre image est porteuse d'informations? Parce que les images... il faut toujours mettre un texte alternatif, mais si elle n'est pas porteuse d'informations, il faut mettre une chaîne de caractères vide. Typiquement, nous, dans notre application, on avait des bulles vertes qui étaient des images décoratives. On avait aussi des montgolfières. Si j'avais mis un texte alternatif montgolfière, ce qui serait passé, c'est que quand le lecteur d'écran il serait passé sur la montgolfière, il aurait lu en fait l'image, il aurait dit montgolfière, ce qui aurait eu aucun intérêt en fait. Un point aussi sur la protection contre les robots.
Nous, on a utilisé deux choses. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle un rate limiting, c'est-à-dire qu'on a limité la fréquence d'appel à nos API sur une certaine durée de temps. Donc, nous, je crois qu'on avait mis 80 appels maximum par minute, ce qui fait que quand vous déplacez ce seuil, vous êtes l'IP qui a dépassé ce seuil est automatiquement blacklisté en fait, et ne peut plus appeler notre API pendant 2 heures. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre point, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle un CAPTCHA. Je pense que vous voyez tout ce que c'est. C'est la checkbox, en fait, avec je ne suis pas un robot qui a écrit à côté. Et quand vous cliquez dessus, potentiellement, ça passe tout de suite, mais des fois, vous avez des images à cocher. Ça peut être des feux rouges, des passages piétons, des voitures, des trucs, des machins, des bidules, plein de trucs. Et du coup, nous, on a installé ça. Donc, on a choisi de le mettre, nous, dans ce qu'on considérait comme critique, c'est-à-dire un moment où on ne voulait pas automatiser cette partie du process, c'est-à-dire notamment la création de comptes de l'utilisateur. Donc, à la fin de notre parcours d'utilisateur, on avait un CAPTCHA en fait, qui permettait de bloquer l'automatisation de cette partie-là. Alors, comment ça se passe? Le composant, lui, vous pouvez l'importer via une dépendance NPM. Ensuite, mais ce n'est pas suffisant, vous devez vous inscrire ensuite sur le site de Google reCAPTCHA. Celui-ci va vous fournir plusieurs clés, dont une clé de test, parce que nous, on avait des tests automatisés. Et ces tests automatisés, ils étaient du coup automatisés, faits par un robot. Et du coup, on voulait que ça marche quand même. Du coup, vous avez des clés pour les environnements de test qui font que il n'y aura jamais de résolution de problème. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous allez cliquer sur la checkbox, en fait, l'algorithme va calculer un score de 0 à 1, puisqu'on n'est pas capable de dire si un utilisateur est une machine ou pas. En fait, on a une probabilité. Vous allez définir un seuil. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si le score est supérieur à ce seuil, par exemple, si je définis un seuil de 0,5 et que le score qui est calculé est de 0,7, du coup, on va passer à la résolution d'un problème. Et du coup, on va me demander de sélectionner les voitures, les bidules, les machins, les trucs. Et une fois que vous avez résolu ce problème, du coup, Google va vous envoyer une clé de résolution que vous allez envoyer à votre back. Et votre back, vous allez l'envoyer à Google avec votre clé d'API en disant est-ce que tu me confirmes que c'est bien la résolution est-ce que c'est bien la résolution de votre problème? Et si c'est oui, vous allez pouvoir poursuivre les traitements, dans notre cas, de création de compte. Donc c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Je crois que jusqu'à 10 000 appels par heure, c'est gratuit. Et jusqu'à 1 million d'appels par mois, c'est gratuit. Au-delà, c'est payant. Un point aussi sur la confidentialité des données. Il faut vraiment limiter les données que vous envoyez et en particulier les données personnelles comme le nom, le prénom, l'email. Nous, on a eu ce qu'on appelle un pen test. C'est-à-dire qu'il y a un mec extérieur à l'application, extérieur au projet, qui est venu auditer notre application pendant 3 jours, où en fait, il essaye de faire bugger notre application, de voir toutes les vulnérabilités qu'il peut découvrir. Du coup, cette personne-là, elle nous a fait un rapport à la fin. Donc, cette personne est payée au bug, donc ne fait pas de cadeau généralement. Et elle nous a remonté des problèmes de confidentialité dans le sens où on avait réussi à récupérer l'adresse email des utilisateurs. Donc, en fait, notre problème, c'était qu'on avait des prestations. Et dans ces prestations, on avait un objet prestataire. Et dans l'objet prestataire, on avait le nom, le prénom, l'adresse email. Et ça, c'était des informations. Alors, il y en avait certaines qui étaient utilisées dans le front, mais pas toutes. Et du coup, c'est un problème, même si ce n'est pas visible, on peut quand même les récupérer en regardant le network, en regardant le trafic. Donc, il faut faire attention à ça. C'est une vulnérabilité et c'est remonté comme un problème. Donc là, j'ai parlé des utilisateurs et maintenant, je vais parler de comment on accède à notre application ou à notre site. Donc là, par exemple, sur l'application sur laquelle je travaille, qui est pour la SNCF, qui est utilisée dans les technicentres, je sais que c'est des personnes qui sont sur ordinateur de bureau qui vont utiliser cette application. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça peut être des gens qui utilisent un téléphone mobile, ça peut être des gens qui utilisent une tablette, ça peut être des gens qui utilisent un ordinateur de bureau. Et c'est d'autant plus important que aujourd'hui, en fait, le trafic Internet, il est partagé à moitié à peu près entre la partie mobile et la partie ordinateur de bureau. Donc, si je n'ai pas un site qui est responsive ou une application, je vais m'amputer en fait de la moitié du trafic. Donc, ça a un impact en fait déjà ça a aussi un impact sur le référencement. Je vais y revenir aussi plus tard. Et ça a un impact aussi sur la crédibilité, puisque les gens généralement s'attendent à ce qu'un site qui est fonctionnel sur ordinateur de bureau le soit aussi sur téléphone mobile. Nous aussi, on avait un designer qui nous a fait des maquettes, et les maquettes, il les avait prévues du coup pour ordinateur de bureau. Donc, on nous a dit il faut que ça soit responsive, mais on ne nous a pas donné de critères particuliers. On nous a dit faites au mieux.
La première chose, c'est qu'on a adapté le CSS à la taille de l'écran. Pour ça, on a utilisé deux choses. Alors, vous avez les hâtes médias que vous pouvez utiliser pour surcharger des classes CSS ou des propriétés CSS. Donc, en fait, par exemple, dans mon exemple, le hâte média, ce qui est dedans, va s'appliquer si la taille de mon écran est au moins équivalente à 560, et au moins est inférieure à 576 pixels. Dans ces cas-là, on aura l'affichage qui sera caché. Un autre point possible, nous, on avait Bootstrap. Donc, on avait un framework CSS Bootstrap. Et dans Bootstrap, vous avez ce qu'on appelle des breakpoints. C'est-à-dire que vous avez SM, MD, LG, XL et XXL. Et en fait, ça va correspondre à des dimensions. Et la plupart des classes Bootstrap, en fait, sont compatibles avec ces breakpoints. Donc, durant l'exemple que j'ai mis, vous avez P-1. Donc, P-1, c'est une classe qui permet d'appliquer un padding tout autour de votre élément. 1, c'est pour un padding très faible. Et ensuite, vous avez P-MD-2. En fait, c'est pour appliquer un padding qui est un peu plus fort, mais pour les cas où l'écran est au moins supérieur à ce qui correspond à MD, donc ça veut dire 768 pixels. Donc, quand l'écran est inférieur à 768 pixels, vous allez appliquer un padding un peu plus faible, et quand l'écran est supérieur, vous allez appliquer un padding un peu plus fort. Un point sur les unités de mesure également. J'en parle parce que j'ai essayé de faire quelque chose qui s'avérait très mauvais. Du coup, je vais en parler. Alors, juste un point, c'est que déjà, les unités, vous avez deux types d'unités. Vous avez les unités dites absolues, donc les pixels, les pouces, les centimètres, les machins, on s'en fout. C'est surtout les pixels qui sont utilisés. Et vous avez les unités dites relatives. Donc, les unités absolues, en fait, elles sont équivalentes. Un pixel équivaut à un autre pixel. Peu importe l'application, le contexte que vous voulez, ce sera une valeur fixe. Et vous avez les unités relatives qui, elles, vont dépendre en fait d'autres valeurs. Donc, vous avez les EM, les REM, par exemple, qui vont dépendre de la font size. Le EM va dépendre de la font size du composant parent. Le REM va dépendre de la font size de la racine, donc du document HTML. Vous avez également des unités en fait, qui dépendent de la vue. Le pourcent, par exemple, va dépendre de la taille de l'élément parent. Et le view width et le view height va dépendre de la largeur et de la hauteur de l'élément de votre navigateur, de la totalité de votre écran. La bonne pratique dans ces cas-là, c'est d'utiliser des EM et des REM, puisque en fait, ça va vous permettre de grossir ou de rétrécir toute votre application en fait, en modifiant juste la taille, la font size par exemple, de votre document HTML. Et donc j'en parle parce que moi j'ai eu l'idée d'utiliser en fait une font size en WYSIWYG. Je me suis dit, si je mets une font size qui s'adapte à la taille et à la largeur de mon écran, en fait, du coup je vais avoir quelque chose qui est complètement responsive, qui va être toujours valide. Et en fait, c'est vrai que j'avais une taille en fait, qui s'adaptait très bien à la largeur de mon écran. En fait, je pouvais bouger mon écran comme je voulais, c'était presque une image en fait. Mais ça pose deux problèmes. En fait, ça pose un premier problème parce que quand vous avez un texte qui est lisible, à peine lisible, on va dire, sur un gros écran, comme le ratio il est préservé, vous allez avoir un texte qui est complètement lisible sur des tout petits écrans. Donc ça, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est que le zoom est pété, en fait. Le zoom ne marche pas avec une font size en WYSIWYG, c'est-à-dire que vous aurez un texte qui ne sera pas jamais grossi ou qui ne sera jamais rétréci en fonction du zoom que vous appliquez. Donc ça, c'est extrêmement problématique, par contre. Donc, moralité, n'utilisez pas des WYSIWYG et des view height sur des font size, c'est très mauvais. Et un petit point rapide aussi, c'est que vous pouvez visualiser le résultat avec un simulateur d'écran, donc notamment sur Chrome. J'ai souligné en jaune les boutons sur lesquels il faut appuyer. Donc, ça vous permet de visualiser le résultat sans avoir à utiliser votre téléphone. Donc, c'est pratique. Pensez-y si jamais vous voulez vérifier ce que ça donne. Voilà, donc le prochain point, ça va être comment rendre son application visible. Et là, je vais parler de référencement. Donc, le référencement, ça sert à quoi? Ça sert à rendre son site visible. C'est-à-dire que là où avant, je pouvais envoyer un mail à tous les utilisateurs de la SNCF, en tout cas ceux qui allaient utiliser mon application en disant « Coucou, mon application est déployée, vous pouvez y accéder ». Là, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir trouver une solution pour en fait, permettre aux gens de pouvoir accéder à notre site. Donc, généralement, ça se fait via les moteurs de recherche où vous tapez des mots-clés. Et en fonction des mots-clés, potentiellement, vous allez avoir des sites qui sont remontés, des applications, des sites qui sont remontés. Et le but aussi, ça va être d'assurer un trafic de qualité. Par exemple, si j'ai un site de réservation d'hôtel et que dans mon navigateur, je tape boulangerie, et que mon site remonte, en fait, ça va poser un problème parce que certes, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va aller sur mon site, mais lui, il cherchait une boulangerie et il tombe sur mon site de réservation. Donc, il risque d'être fortement déçu. Et du coup, voilà, il y a ces deux points-là. Et il y a aussi le point
le fait que généralement, les utilisateurs ne vont jamais au-delà de la première page. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais rarement au-delà de la page numéro 1 quand je tape quelque chose dans mon moteur de recherche. Donc, le référencement, c'est un point important. Donc, il y en a de 4 types. Vous avez le référencement naturel, vous avez le référencement payant, vous avez le référencement via les réseaux sociaux, celui-là, je ne vais pas en parler. Et vous avez le référencement global, donc tous les référencements ensemble, qui s'appelle SEM. C'est la stratégie globale, en fait. C'est très bien, en fait. Nous, on avait un référencement naturel, mais on avait aussi un référencement payant parce que, en fait, je vais y venir, mais le référencement naturel, il est très lent à mettre en place. Par exemple, le référencement payant, c'est instantané. Donc, en fait, ça peut être une stratégie au moins au début pour donner de la visibilité immédiate. Ensuite, le référencement sur les réseaux sociaux. Alors, si nous, on avait des pages Facebook qui étaient maintenues, mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais ça va aussi avoir un impact parce que, en fait, je vais y revenir aussi, mais ça va donner du poids en fait à votre site. Parce que plus vous avez des backlinks, en fait, plus votre site va être mis en avant par l'algorithme de Google. Mais je vais y revenir. Du coup, le référencement naturel, déjà, il faut savoir que c'est un processus du coup, qui est lent. Parce que vous n'espérez pas, une fois que vous avez mis votre application en ligne, d'être dans le top des tendances de Google ou de n'importe quel moteur de recherche. En fait, il est très probable qu'en fait, il ne vous connaît même pas. Et l'autre point aussi, c'est qu'il y a une concurrence qui est assez énorme. Il y a plus de 10 milliards de sites actuellement, et pour chacun de ces sites, vous avez plusieurs pages en fait. Donc c'est assez énorme. Et donc nous, ce qu'on a fait, vous avez un site Google qui est spécialisé là-dessus, qui s'appelle Google Search Console. Et nous, on a été sur ce site et on a dit à Google en fait d'aller indexer notre site. Donc indexer, ça veut dire qu'en fait, il va aller scanner notre site et il va aller enregistrer les résultats de toutes les pages qu'il trouve dans sa base de données, ce qui va permettre ensuite de potentiellement être remonté quand on tape quelque chose dans leur moteur de recherche. Si notre site n'est pas indexé, il ne sera jamais remonté, oui. C'est gratuit ou c'est payant, ça? Non, le naturel, il est gratuit. Non, tout ça, c'est gratuit. Du coup, l'indexation se fait par 2 robots. Ce qui va se passer, oui. Donc, quand vous avez inscrit votre site, donc ça va prendre un certain temps. Nous, ça a pris 2-3 jours pour qu'il fasse l'indexation de votre site. Donc, il faut attendre avec un petit peu de latence. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez 2 robots de Google. Donc, vous avez un robot pour la version mobile et un robot pour la version de bureau. Ils vont scanner votre site et qui vont indexer les pages qu'ils trouvent. Donc, ils vont explorer le site via les liens. Donc, c'est pour ça que je parlais d'HTML sémantique. C'est important de respecter les liens, sinon vous allez avoir des soucis lors de l'indexation. Donc, il va scanner les liens, il va indexer les pages. Et si pour une raison ou pour une autre, vous voulez bloquer en fait l'indexation de certaines pages, vous pouvez le faire via un fichier texte que vous mettez à la racine de votre projet front qui s'appelle robot.txt, alors qui n'est pas spécifique à Google, qui est pour tous les robots en général. Mais là, l'exemple que j'ai mis, il est pour le Google Box. En fait. Vous avez user agent, donc là, avec user agent, vous précisez quel robot vous voulez impacter et vous lui dites en fait de ne pas aller scanner toutes les URL qui sont, dans mon cas, après checkout et icône. Et pour vérifier si votre site est indexé, il y a un moyen très simple. Vous pouvez taper site l'URL de votre site. Par exemple, si vous tapez site.talent.com, vous allez voir toutes les pages qui sont indexées pour le site de Talent par Google. Alors ensuite, les critères. Qu'est-ce qui fait que je vais être remonté en fonction de qu'est-ce qui fait que je vais être remonté dans le top des tendances ou en fonction de tel ou tel mot-clé. Donc il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les énumérer, déjà je ne les connais pas tous. Il y a plus de 100 critères en fait, qui vont plus ou moins mettre en avant votre site ou votre application. Mais sachez qu'il n'y a pas que des critères qui sont sur votre site. Vous allez aussi avoir des critères qui sont off-site. Donc, je vous en donne 2 exemples. Vous avez par exemple la popularité de votre site ou de votre application, donc le nombre de trafic qu'il y a sur votre application. Et surtout, vous avez ce qu'on appelle des backlinks, en fait, qui sont les liens entrants d'autres sites vers votre site. Si vous avez un lien d'un site partenaire, en fait, qui vous redirige vers votre application, en fait, ça va lui donner du poids. Et tout ça, c'est fait par un algorithme qui s'appelle PageRank. Donc, vous avez une image sur votre droite, elle n'est pas forcément très parlante. Mais en gros, les petites têtes, c'est des sites ou des applications, et plus la tête est grosse, et plus elle a du poids. Et donc, on se rend compte que plus le nombre, en fait, de liens entrants est important, plus vous allez avoir du poids, mais il y a aussi la qualité du lien. C'est-à-dire que plus le site qui a un lien vers vous a du poids, et plus il va vous donner du poids également. Voilà. Sinon, vous avez des critères aussi dans le site.
notamment sur la qualité du site. Donc j'en ai parlé, mais vous avez par exemple l'accessibilité, la structure du site et si le site est responsive ou non. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont être pris en compte par Google. Et enfin, pour ce qui est des mots-clés, donc ça va être en fonction du contenu de votre site, de votre page, pardon, et aussi ce que vous avez le titre de votre page et ce que vous avez dans la balise méta. Vous avez un méta, name, description, vous pouvez mettre du contenu. Donc, la bonne pratique, en fait, c'est de mettre un titre et une description pour chacune de vos pages, avec quelque chose qui n'est pas non plus extrêmement long, mais qui correspond bien à votre page, en fait. J'en parle, mais le souci, en fait, c'est que nous, on avait une application React, c'était une SPA, et c'était du client-side rendering. Donc, nous, le problème, c'est qu'on avait une seule page HTML. Donc, si vous avez ce souci-là, nous, vous avez des dépendances qui permettent de gérer ça. Donc, pour React, vous avez React Helmet, par exemple, qui vous permet de modifier le titre de votre page et éventuellement la description de votre page. Donc, c'est pas éventuellement, faites-le. Dès que vous avez une nouvelle page, modifiez le titre et modifiez la description. Pour Angular, vous avez le service title qui fait aussi sensiblement la même chose. Un dernier point aussi, c'est qu'on nous a dit que le server-side rendering était plus performant que le client-side rendering en ce qui concerne notamment l'indexation. Alors, nous, on ne l'a pas constaté. C'est-à-dire que nous, on avait une page où, par exemple, on avait un ensemble de prestations. Et sur chaque carte prestation, vous avez un petit lien vers une page descriptive de cette prestation. Une page avec une liste de prestations et puis qui redirige vers une page de prestations plus complète. Mais pour afficher les prestations, en fait, c'était le résultat d'une API. Donc, ça veut dire qu'il y avait un temps de latence. C'est-à-dire qu'il fallait attendre que notre API réponde avant d'afficher les cartes pour avoir les liens. Et il se trouve que en fait, Google a été capable d'indexer nos pages de prestations. C'est-à-dire qu'il a été capable d'attendre le résultat de notre API. Il a été capable de voir qu'il y avait des liens dedans et du coup d'aller dessus et d'indexer les pages qu'il y avait dans les prestations. Alors très rapidement aussi, le référencement payant. Je vais aller très vite là-dessus. Donc du coup, vous avez aussi un système de référencement payant où vous pouvez vous placer en fait sur certains mots-clés. Par exemple, hôtel à Paris, hôtel à Paris, comme vous voulez. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, c'est un système d'enchères, c'est-à-dire que vous avez une facturation qui se fait au clic et le prix en fait dépend de la concurrence en fait qu'il y a sur le mot-clé sur lequel vous essayez de vous placer. Donc ça peut être très variable, ça peut aller de quelques centimes à plusieurs dizaines d'euros, donc ça peut être extrêmement cher. Et voilà, donc en fait l'intérêt de ce référencement-là, c'est que quoi que vous n'avez même pas besoin de vous intéresser au référencement naturel, vous pouvez être en tête des tendances immédiatement. Après, il faut avoir un portefeuille assez fourni pour ça. Voilà. C'est-à-dire avec les SOA, on peut avoir notre site web dans la première page. Ouais. En fait, c'est toutes les annonces. En fait, quand tu tapes quelque chose dans ton moteur de recherche, en fait, des fois, tu vois qu'il y a des sites et tu vois à côté du site annonce. Et l'annonce, en fait, c'est juste pour dire que ce site-là, en fait, est passé en fait par un référencement payant. Donc, il est remonté grâce au référencement payant. Donc, c'est dès que tu vas cliquer sur le lien. Donc, il y a plusieurs autres types de facturation possibles, je crois, mais si tu cliques sur le lien où il y a écrit annonce, en fait, tu vas faire payer, tu vas faire facturer le site qui va donner de l'argent en fait à Google parce que tu as cliqué sur le lien. Le référencement payant, du coup, en fait, c'est publicité. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. En fait, par exemple, si ton site web est chez comment dire, c'est-à-dire c'est pas toi qui es en train de le développer, mais par contre, c'est chez un provider. C'est-à-dire c'est évident de paramétrer tout ça. En fait, tu as un site sur Google sur lequel tu peux paramétrer ça et tu peux associer en fait à chaque mot-clé en fait une landing page. Tu peux dire par exemple hôtel à Paris, je veux que tu me rediriges sur. Alors là, ça sera intelligent de rediriger sur une landing page qui correspond en fait pas à le point d'entrée de ton site, mais à par exemple la page de recherche avec les pré-recherches qui est effectuée sur les hôtels à Paris par exemple. Mais voilà, c'est pour chaque mot-clé, tu associes une landing page, ce que tu veux. Tu peux aussi, alors je suis pas expert sur le sujet, mais tu peux limiter, en fait, tu peux dire je ne veux pas payer plus de 30 € par jour ou ce genre de choses, donc comme ça tu peux limiter quand même ton budget. Et le fonctionnement du PageRank qui est un peu transparent, dans la mail, on peut tout optimiser à fond sur tu vas pouvoir, alors je ne sais pas exactement, tu vas sûrement pouvoir trouver des choses, notamment voilà, la qualité, le nombre de liens entrants. Après, honnêtement, que l'algorithme soit public, je ne sais pas, et je ne pense pas, mais peut-être. Et donc, le dernier point, ça va être le feedback. Donc, là où, par exemple, j'étais toujours, là actuellement, je suis toujours
en lien constant avec les utilisateurs. Donc, j'ai des retours directs sur voilà, ça, j'aime bien cette fonctionnalité, ça, j'aime pas, ça sert à rien, j'aimerais bien avoir ça, etc. Donc là, j'ai plus du tout de retour là-dessus. Il va y avoir le problème de faire le bilan de ce qui marche, de ce qui marche pas, de savoir, en fait, mes utilisateurs, ils vont jamais jusqu'au bas de l'écran. Donc, du coup, si j'ai une action qui a beaucoup de valeur en bas de l'écran, est-ce que ça vaut pas le coup de leur monter en haut? Et voilà, ce genre de questions qui va être posée. Et nous, ce qu'on a mis en place, du coup, sur notre application, on a mis en place Google Analytics, d'une part pour évaluer tout le trafic, et on a utilisé Hotjar pour évaluer l'utilisation de notre site. On a utilisé aussi Google Tag Manager, en fait, qui nous permet d'être un point d'entrée de ces différents outils vers notre site. Je vais en parler. Donc, Google Tag Manager, en fait, c'est un système de gestion de balises de Google. En gros, Google Tag Manager tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça va vous permettre en fait d'injecter d'autres outils dans votre site. Et en fait, l'intérêt, c'est ça permet de modifier ces outils-là, d'en ajouter ou d'en supprimer sans avoir à passer par un développeur qui va devoir rajouter un script, un machin, un bidule, pour ensuite redéployer l'application. Tout ça, vous pouvez le faire via un back-office situé sur Google Tag Manager. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez installé Google Tag Manager, que vous avez fait les configurations nécessaires sur votre site, en fait, il va capter des événements. Donc, vous avez des événements qui sont naturels. Vous avez par exemple le changement de page, le fait d'atteindre le pied de la page, par exemple. Donc ça va remonter des événements à Google Tag Manager. Vous pouvez aussi en faire vous-même des événements custom. Par exemple, nous, on avait un questionnaire et on a dit, à la fin de notre questionnaire, en fait, on a envoyé un événement, un questionnaire fini avec différentes informations dedans. Et dans l'interface de Google Tag Manager, vous avez en fait la possibilité d'alimenter certains outils, comme par exemple Google Analytics, quand il y a un certain événement qui se produit. Voilà. Donc nous, dans notre cas, on avait alimenté Google Analytics et Hotjar. Pour le suivi du trafic, on a utilisé Google Analytics. Donc, ça vous permet d'avoir des informations, des statistiques sur l'utilisation de vos pages, le nombre de nouveaux utilisateurs, les pages qui sont visitées, à quelle fréquence, la localisation à la ville près, je crois, de l'utilisateur qui visite votre application. Donc voilà, ça va plutôt vous donner des informations sur le trafic. Et Hotjar, ça va plutôt vous donner des informations sur l'utilisation de votre site via l'intermédiaire de ce qu'on appelle des cartes de chaleur, où en fait, vous avez par exemple là en rouge, en fait, c'est plus c'est rouge, en fait, et plus là, dans le cas, ce que je traque, c'est les clics. Plus c'est rouge et plus vous avez en fait des clics qui ont été effectués à cet endroit-là. Donc, ça vous permet de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est le plus appelé, qu'est-ce qui est le moins utilisé. Vous pouvez aussi voir les vues. En fait, ça peut être fait au niveau de, par exemple, si vous avez une page extrêmement longue, vous pouvez voir en rouge là où les utilisateurs passent le plus de temps en fait, sur cette page. Vous pouvez voir, par exemple, en fait, le pied de page, généralement, il est bleu parce qu'il y a très peu de monde qui vont jusqu'en bas de votre page. Il y a une autre fonctionnalité également qui est payante. Alors, nous, on ne l'a pas utilisée, mais qui est complètement abusée, je trouve. En fait, il va complètement enregistrer ce que vous faites. C'est-à-dire que les mouvements de votre souris, tout ça, là où vous allez cliquer, ce que vous allez faire, tout ça, ça va être enregistré. Et donc, sur le back-office de Hotjar, vous allez pouvoir voir en fait ce qu'a fait l'utilisateur. Mais ça, c'est payant. Du coup, nous, on ne l'avait pas. Et surtout, le plus important, c'est que si vous mettez un de ces deux outils-là, ou même un autre outil qui fait du tracking, vous devez être conforme avec ce qu'on appelle les RGPD, qui est en fait la confidentialité sur Internet. Donc, c'est un truc complètement nouveau qui date de 2016-2018. Je pense que tout le monde a vu ça, c'est les modales qui apparaissent quand vous arrivez sur les sites avec est-ce que coucou, c'est nous les cookies, acceptez-nous s'il vous plaît, et puis vous avez un bouton pour refuser qui est translucide, tout petit, et puis quand vous cliquez dessus, vous avez 50 switches qui sont tous activés, vous devez tous les décocher, etc. En fait, ça, sachez déjà que c'est... Enfin, vous n'êtes pas... Si vous avez ce mode de fonctionnement sur votre modal, si vous n'êtes pas conforme, en fait, parce que en fait, ça s'appelle un dark pattern. En fait, c'est le fait de vouloir piéger volontairement un utilisateur en faisant un design qui est volontairement trompeur ou destiné à le décourager pour l'amener à faire ce que vous voulez faire. Donc ça, normalement, c'est interdit. Donc, quand vous choisissez votre solution, vérifiez au moins que vous pouvez soit tout accepter d'un coup, mais également tout refuser d'un coup, ou au moins par défaut. Si vous avez le truc avec les 50 000 switches, tous les switches doivent être désactivés par défaut. Du coup, nous, on a utilisé OneTrust, mais il y a d'autres solutions. OneTrust, c'est payant, par contre. Vous avez des solutions open source comme Tarte au citron, qui fait quelque chose de similaire.
Donc, on avait pas mal d'appréhension parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer, mais en fait, ce n'était pas si compliqué que ça. En fait, donc, je vais parler pour OneTrust. En OneTrust, vous avez un back-office dans lequel vous pouvez customiser en fait, la modale que vous allez utiliser. Donc, vous pouvez changer l'entête, vous pouvez changer les couleurs, changer le logo, mais la modale, grosso modo, elle correspond à peu près à ce que vous avez à droite. Donc, il faut imaginer que nous, on n'avait évidemment pas OneTrust, on n'avait pas Power by OneTrust en bas. Tout ça, c'est des textes qu'on a choisis nous-mêmes. Donc, nous, on avait le logo de l'application, on avait du texte, notre texte à nous. Mais pour les différentes rubriques, en fait, c'est fait automatiquement. C'est-à-dire que vous pouvez dire d'aller scanner votre site. Et il va dire, ah tiens, je vois que vous utilisez Google Analytics. Ah tiens, je vois que vous utilisez Hotjar. Du coup, je vais créer les rubriques en conséquence. Et donc, tout ça, c'est géré automatiquement. Et voilà, nous, on a apporté OneTrust grâce à Google Tag Manager aussi. Donc, nous, on n'avait vraiment qu'un seul point d'entrée dans notre site qui était Google Tag Manager. Donc, ça implique aussi, faites attention à qui accède à Google Tag Manager pour ne pas injecter n'importe quoi sur votre site. Et enfin, en conclusion, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y a des exigences, je vais y arriver, qui sont plus importantes lorsqu'on réalise une application ou un site qui est public. En fait, ce n'est pas tellement plus compliqué, mais il y a plus de choses à prendre en compte et surtout, il faut vraiment être très rigoureux parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Vous allez aussi avoir la réputation, la e-réputation de votre site qui va être, si jamais il y a trop de bugs, qui va être, on va dire, en péril, entre guillemets. Vous avez aussi plus d'aspects à prendre en compte. Par exemple, le référencement, c'est une notion que je ne connaissais pas du tout avant d'arriver sur le projet. Puis vous avez des aspects qui chevauchent. Par exemple, comme j'ai dit, le HTML sémantique qui va impacter l'accessibilité, mais il va aussi impacter le référencement. Pareil pour la notion de responsive. Et donc, moi, mon conseil, c'est que même si jamais on s'en fout sur l'application sur laquelle vous êtes de la partie accessibilité ou responsive, je vous conseille de les prendre en compte. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas des choses qui sont beaucoup plus chronophages, en fait. Mais en fait, ça va vous permettre déjà de... En fait, ça devrait être considéré comme considéré pour moi, en tout cas, comme des bonnes pratiques. Et donc, je vous conseille de les prendre en compte, même si, au final, vous ne les utilisez pas. Déjà, ça vous permettra de vous entraîner et ça vous permettra de vous entraîner si jamais vous devez faire arriver comme moi sur une application qui est ouverte à tous. Voilà, merci pour votre attention.